pour les plus jeunes, on y croyait à Pescarolo 24 heures du Mans face à Audi. C'était possible. Ah voilà, c'est pareil. Ça, j'aimerais bien que ça revienne, tu vois, qu'on ait un kit Le Mans. Moi, je trouve ça. Après, ça foutrait un bazar pas possible dans la BOP et tout ça. Mais bon, voilà. Bah ouais, c'est ça. Ouais. En tout, 14 voitures en LMP2 Pro, 8 en LMP2 Pro-Am. Ça veut dire quand même qu'en termes d'LMP2, on est à 22 voitures, on est en plus qu'en Formule 1. Donc ça, évidemment que c'est Ouais, remarquable. C'est vrai. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon fidèle acolyte Geoffroy Barr, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Bonjour Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à tous. Pour ce 8e numéro, j'ai compté, attention, on va s'intéresser à un championnat. Je sais que maintenant tu vas être calé sur les numéros, il n'y aura plus de problème, donc c'est très bien. Ah bah ça c'est une évidence. L'European Le Mans Series, ça te parle? Ça c'est un championnat qui me fait rêver depuis longtemps. On va faire un épisode historique aujourd'hui, on va retracer les 20 ans de l'ELMS et comme à notre habitude on va donner des chiffres, on va essayer de donner des infos insolites ou méconnues, des infos historiques. On va essayer de vous faire connaître et de nous faire de plus en plus apprécier ce monde de l'endurance qui nous fait vibrer. Donc ça c'est la promesse de l'émission, j'espère qu'on va la tenir. Bon en tout cas, Geoffroy, est-ce que tu es prêt à parler de LMS pendant un petit peu plus de 40 minutes ? Ah bah carrément, c'est un championnat comme tu l'as dit qui a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'historique à aller chercher dans ce championnat, puisqu'on fête cette année les 20 ans, effectivement la toute première saison c'était 2004, donc ce sera en 2024 la 21e saison pour être précis, et c'est un championnat qui a une histoire avec 20 années, une histoire assez riche et qui nous permet de mieux comprendre la physionomie de l'endurance actuelle, puisque dans les grandes lignes, et on va avoir le temps de l'évoquer ensemble, dans les grandes lignes, c'est le championnat qui a permis de faire renaître l'endurance à l'échelle européenne, puisqu'avant c'était quand même assez moribond. C'est le championnat qui a aussi été le vivier et le terreau avant la naissance du WEC, puisque c'est les Le Mans Series à l'époque étaient clairement la série qui a préfiguré le WEC tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis le LMS, c'est aussi, depuis 10 ans, un peu moins, la série qui permet une vraie accession vers le WEC et vers les 24 heures du Mans, et qui est cette fameuse marche dans la pyramide de l'endurance que veut l'Automobile Club de l'Ouest. Donc c'est une série qui a une place prépondérante pour préparer des équipes, préparer des pilotes au plus haut niveau, et on l'a vu dans les saisons récentes, et on va encore le voir cette année, il y a de nombreux pilotes et de nombreuses équipes qui ont la volonté d'aller par exemple en hypercar, qui utilisent le LMS comme une école à grandeur nature, quoi. Oui, mais complètement. Bah, tu vois, tu me fais la transition. On va parler rapidement de la saison 2024 parce qu'on va faire une preview dans 2 semaines, donc on va pas tout dévoiler non plus. En tout cas, la saison approche à grands pas parce que ça sera dans combien ? Ça sera le week-end du 13 avril. 14, je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, en avril. Donc ça va être Exactement. assez intéressant. Je pense qu'on va se régaler parce qu'on a 43 voitures engagées. Ça devient une norme maintenant, hein. Plus de 40 voitures en ELMS. On aura 4 femmes au départ avec les Iron Dames évidemment, Sarah Bovy, Michel Gatting, Raël Frey, et puis Belen Garcia qui sera en LMP3. On aura plein de pilotes français, des équipes françaises. En tout, 14 voitures en LMP2 Pro, 8 en LMP2 Pro-Am. Ça veut dire quand même qu'en termes d'LMP2, on est à 22 voitures, on est en plus qu'en Formule 1. Donc ça, évidemment que c'est Ouais, remarquable. C'est vrai. Bah ouais, 22 voitures LMP2, c'est plus que les 20 en Formule 1, 10 en LMP3 et 11 en LMGT3. Donc là, franchement, il y a moyen de passer une très belle saison. Ça, c'est quelque chose qui me plaît à chaque fois. Et puis, il y a beaucoup de nouveautés aussi. Pas en termes de circuit, quoique. On commencera à Barcelone, on ira au Castellet, à Imola, Spa-Francorchamps qui passe en août au lieu de septembre. Espérons que la météo soit au rendez-vous. Et puis je disais qu'il n'y avait pas de nouveauté, mais si, le Mugello qui fait son apparition au calendrier, 29 septembre, ça tous les pilotes sont ravis d'aller sur ce tracé super spectaculaire. Et puis la finale, ça c'est une tradition, mais une tradition qui est appréciée, c'est les 4 heures de Portimao, donc le 19 octobre prochain. Il y a une chose qu'on voulait évoquer, Geoffroy, ce sont les voitures. Ces LMP2, elles ont pris en puissance et elles ont perdu du poids. Alors oui, donc toi tu as effectivement les données, en fait ils ont la volonté de l'Automobile Club de l'Ouest et de l'organisation du championnat, ça a été de relancer un petit peu cette catégorie LMP2, et vu qu'elle disparaît du WEC, le LMP2, le LMS devient le seul championnat dans lequel les LMP2 peuvent pleinement s'exprimer. Elles sont aussi présentes du côté de l'IMSA, mais en tout cas pour se battre au général, avant c'est le seul.
Ouais, tu pouvais te battre avant en WEC comme une sous-catégorie, entre guillemets, ou une catégorie parallèle, mais tu pouvais pas viser la victoire face aux hypercars. Là, à part en 2017. À part en 2017, c'est vrai. Mais en tout cas, là, voilà, il y a un vrai regain d'intérêt. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que le législateur a enlevé une petite bride, on va dire, et redonne un petit surplus de puissance et enlève du poids. Ouais, ça c'est cool, hein. On a 580 chevaux pour ces voitures à moteur Gibson 4 litres 2 des V8 et on a 20 kilos de moins. Donc on repasse à 930 kilos. On a plus d'essence, en tout cas en termes de réservoir, parce que il faut bien évidemment consommer un petit peu plus avec ce boost de 40 chevaux. Mais en fait, ça veut dire que alors ces changements sont juste, tu l'as dit, hein, pour les épreuves LMS et pas pour les 24 heures du Mans. On revient un petit peu aux saisons précédentes. C'était quoi, 2020-21 quoi? En fait, c'est ça, l'idée, c'est que là, les LMP2 vont pouvoir pleinement s'exprimer pendant les meetings de LMS. Aux 24 heures du Mans, comme tu l'as dit, on restera sur les chiffres qui étaient déjà connus. Mais en redonnant ce petit boost de puissance et ce poids en moins, on revient à ce qui était, à quasiment ce qui était observé, on va dire, avant 2021, puisque, si on se rappelle bien, c'est la période où les hypercars sont arrivés. Et à l'époque, on ne connaissait pas encore quelle allait être la cohabitation en piste entre les hypercars qui sont clairement plus lentes que les anciennes LMP1 et les LMP2, donc on avait volontairement dégradé, on va dire, le niveau de puissance des LMP2 pour maintenir un écart en piste, parce que si tu as des LMP2 des hypercars qui sont très proches, ça aurait pu être problématique. Elles n'ont pas le même fonctionnement, elles n'ont pas les mêmes endroits sur lesquels elles vont aussi vite, donc en fait ça aurait pu être compliqué. Donc bref, on avait volontairement mis les LMP2 un peu moins puissantes, on les avait ralentis. Et là, on les débride. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et à mon avis, les pilotes vont pas être contre. Ils sont toujours preneurs pour un peu plus de puissance et un peu plus d'agilité aussi, avec du poids en moins. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ouais, c'est assez intelligent. Alors, ce qui va être bien, c'est qu'on va peut-être voir une hiérarchie un petit peu différente aussi, parce qu'il va falloir s'adapter à cette nouvelle voiture, entre guillemets, et ces nouveaux comportements. Ce qui est bien aussi, je trouve, et c'est très intelligent de la part de la CO, c'est qu'en fait, les pilotes qui veulent rouler en hypercar, ils seront beaucoup mieux préparés, parce que les chronos, hein, on va pas se mentir, sont quasiment du même acabit entre les hypercars et les LMP2. Il n'y a juste pas l'hybride, évidemment, sur les LMP2. Mais ça va faire une bonne préparation, ça va redonner du peps aussi aux équipes qui engagent des LMP2, et puis on prépare doucement mais sûrement l'arrivée des futurs LMP2. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, maintenant que les choses sont posées pour 2024 et qu'on va faire un épisode complet de l'Endurance Club dans quelques jours, on va revenir dans l'histoire évidemment de l'ELMS. Et cette histoire, elle débute en 2004. Pas tout à fait, mais officiellement en 2004, je crois. Alors en fait, elle débarre en 2004. Je vais te faire une petite transition après, parce que je sais de quoi tu veux parler. Mais effectivement, on se connaît. Ouais. Effectivement, le Le Mans Series débute en 2004. Et plus précisément, à l'époque, on parlait de Le Mans Endurance Series. Donc je vous repose un tout petit peu le contexte pour que vous compreniez. Si on repart beaucoup plus loin, à la fin de la période des groupes C, les sports proto, les 3 litres 5 au début des années 90. Donc ça c'était quoi? C'était le World Sports Car Championship, c'est ça? Exactement, le championnat, championnat du monde des constructeurs. Mercedes, Peugeot, voilà. Ouais c'est ça, c'était génial. Jaguar, etc. À l'époque, je vous la fais très courte, on aura le temps largement de faire un épisode là-dessus plus tard, mais je vous la fais très courte. Les décideurs de la FISA à l'époque, l'ancêtre de la FIA, ont eu une volonté de clairement tuer l'endurance, ou en tout cas sous couvert de vouloir un rapprochement technologique et technique entre la Formule 1 et l'endurance, notamment en permettant que ce soit en forçant à l'utilisation des mêmes blocs moteurs, ce qui est une hérésie entre un Grand Prix de Formule 1 et une course d'endurance, mais bref, il y avait une volonté de rapprocher techniquement les deux disciplines, ce qui n'a pas forcément plu aux parties prenantes, pardon, tu sais aux que engagés. C'était pas la première fois, hein, parce que dans les années 70, je me souviens qu'il y avait aussi cette proximité entre les moteurs de F1 et les moteurs d'endurance. Et oui, voilà, il y a toujours eu cette... Et puis on pourra en parler, parce que c'est pas si bête que ça à l'image, au global d'une saison, puisque... Mais bon, bref. On a ça aussi, non mais on se perd un petit peu, mais on va revenir, mais on a ça aussi un petit peu avec Alpine, qui prend les moteurs de Formule 2 pour son programme endurance, la base en tout cas. Il y a une certaine cohérence à trouver, mais en tout cas à l'époque, ça avait tué vraiment la discipline endurance. Et puis, la FISA mettait aussi en avant que les courses d'endurance, pardon, mais c'est chiant, c'est long, c'est pas du tout un format qui convient à la télévision, donc il faut revoir le produit. Donc il avait été décidé de sabrer complètement la durée des courses et de les passer à 2h30, format... Ce qui est pour le coup une hérésie. Voilà, format certes un peu plus long qu'un Grand Prix de Formule 1,
mais qu'on peut pas vraiment appeler endurance. C'est un peu le format qu'on utilise en IMSA en dehors des grandes courses d'endurance de l'IMSA. Oui. Le format de 2h45 de mémoire est utilisé. Donc voilà, à l'époque, on avait fait ça. Évidemment, le championnat a été délaissé par les constructeurs et il s'est éteint progressivement. Et en 92, en gros, il est mort. Après, ça a été long avant que ne renaisse quelque chose. Pourquoi ? Parce que 93, 94, ce sont les GT qui sont revenus sur le devant de la scène, notamment avec Stéphane Rattel. Ouais, alors il y a ça, et puis au Mans, c'était des fausses GT, tu sais, hein, et qui ont gagné à cette époque. Voilà. Attends, oui, bien sûr. Non, mais en tout cas, voilà, les GT étaient vraiment revenus sur le devant de la scène parce que plus économique, plus facile à transformer, à préparer pour la course et à engager. Donc le championnat FIA GT notamment est monté en puissance, et puis pour les prototypes, c'était un peu compliqué. Certes, il y avait des courses aux États-Unis, mais en Europe, pour engager des voitures, il y a eu des initiatives, je pense au championnat international Sports Racing Series, donc l'ISRS, qui a ensuite évolué en FIA Sports Car Championship, un espèce de pendant du FIA GT, mais pour les prototypes. Mais à chaque fois, on était sur des courses, c'était des courses courtes, 2h30. Il y avait parfois des courses sur un format de 1000 km. On tentait, par exemple, à Spa-Francorchamps, qui est quand même un berceau de l'endurance. Mais à chaque fois, on était sur des courses qui étaient dédiées uniquement aux prototypes. Alors, les SR1, les SR2, les WSC, enfin, c'était un micmac de catégories, puisqu'il n'y avait pas de convergence de règlement entre l'Automobile Club de l'Ouest et la FIA. Donc, on avait un mix de voitures qui répondaient plus ou moins au même règlement, et puis je vous rappelle aussi à l'époque, les voitures qui couraient aux États-Unis avaient souvent des réservoirs avec des capacités plus grandes, avec des ailerons arrière plus larges. Enfin bref, c'était un vrai micmac. Et donc, l'ACO a saisi cette opportunité, s'est dit, ok, pour deux raisons. Ils se sont dit, est-ce qu'on ferait pas renaître cette formule où on peut faire rouler à la fois des prototypes et des GT en même temps sur la piste? Et puis, est-ce qu'on le ferait pas renaître aussi parce que l'intérêt des 24 heures du Mans commence à être un peu étiolé? Pourquoi ? Parce qu'on est, comme tu l'as dit, 2002, 3, 4, on est en plein dans la période de domination Audi, et clairement, les constructeurs n'ont pas vraiment envie de venir se frotter à Audi parce qu'ils poutrent tout. Mais après, il y avait eu aussi autre chose. Il y avait eu une tentative qui avait été plutôt réussie avec la LMS, l'American Le Mans Series en 99, et c'était cette année au Mans justement où c'était la guerre des étoiles quasiment avec tous les constructeurs. Et puis en fait, comme tu dis, ça s'était un peu calmé avec l'arrivée d'Audi et la domination au début des années 2000. Donc en fait, il y avait déjà eu une tentative, je crois, de faire un championnat d'Europe avec des concurrents de l'American Le Mans Series, mais ça s'était pas trop traduit dans les faits, 2001-2002, je crois. Voilà, 2001, effectivement, Don Panos, qui organise la LMS, s'est dit, on peut aussi le décliner sur le continent européen. Ça s'appelait le LMS, déjà, l'European Le Mans Series. Effectivement, il y a eu une seule saison, le même logo que la LMS, mais pas les mêmes lettres. Vraiment, la complémentarité. Mais je pense que là, pour le coup, Don Panos a vu un peu grand, à vouloir exporter la formule qui marchait très bien et qui marche toujours aujourd'hui comme on la connaît avec le championnat IMSA. L'esprit Le Mans aux États-Unis, il a vu un peu gros, donc ça n'a duré qu'une seule saison. Et finalement, c'est en 2002-2003 que l'idée est revenue et c'est la CO qui l'a portée, en se disant, voilà, nous, on peut plus ne dépendre que des 24 heures du Mans, parce que les constructeurs ne peuvent pas engager des budgets et venir uniquement pour une seule course. Je parle en termes d'exposition médiatique. Hein. Et puis aussi pour la diversité du plateau, les petites équipes, les artisans, les plus petites structures. Aujourd'hui, on a une standardisation un petit peu en LMP2 avec des Oreca 07 partout, mais à l'époque, il y avait une diversité incroyable de prototypes. Et quand je dis incroyable, c'était pas forcément... je dis pas que c'était mieux avant. Hein. On avait beaucoup d'artisans avec des voitures qui faisaient quelques tours et qui pétaient. Enfin, c'est pas forcément... je suis pas en train de faire la nostalgie. Hein. Je dis juste que à l'époque, on avait des artisans qui avaient des petits programmes et pour lesquels c'était très difficile d'engager des budgets si tu ne vendais à tes sponsors que les 24 heures du Mans. Si tu pouvais leur proposer de la visibilité sur une saison complète, tu pouvais faire des initiatives pour les inviter sur d'autres circuits, c'était quand même mieux. Les championnats FIA, Sports Car Championship et ISRS proposaient peu ce genre de choses parce qu'il n'y avait pas de visibilité médiatique, ça n'existait pas. Même, enfin, évidemment, dans les revues spécialisées, Sport Auto, Auto Hebdo, on en parlait, mais ça reste un truc très confidentiel, tu vois. Et donc, il y a eu cette idée de créer les Le Mans Series, d'utiliser le nom Le Mans, évidemment, et de créer une vraie série, un vrai championnat, avec quoi ? Avec une carotte, évidemment, que les vainqueurs de catégorie puissent avoir une invitation 24 heures du Mans. Eh ben, normal, évidemment.
Alors on a même doublement utilisé Le Mans, parce que c'est ce que je disais, 2004 c'est la première course officielle, donc c'était le 9 mai sur un circuit mythique, Monza évidemment, avec 39 participants. Ouais. Mais on a fait un test avant, on a fait 1000 km au Mans en 2003 avec la victoire d'un certain Tom Christensen avec Seiji Hara, et il y avait du beau monde, parce que tu avais Pescarolo Sport évidemment avec Bourdet, Sarrazin, Lagorce, il y avait même Vincent Voss qui était au volant à l'époque, Ouais, Stéphane Ortelli, Manu Collard, et on avait déjà, et ça m'a fait rire, un équipage 100% féminin sur une TVR. Donc tu vois, ça date pas d'hier. On en a eu déjà par le passé au Mans des femmes qui ont tenté l'aventure. Et je suis content d'avoir vu justement cette équipe sur une TVR qui avait peu de chance malheureusement d'aller aux avant-postes avec Amanda Stretton, avec Fanny Duchâteau, la Belge, et avec Lisa Hallyday. Donc tu vois, déjà en 2003, on avait cette mixité, j'allais dire, homme-femme, et puis GT et proto. Et ça s'était pas trop mal passé. Du coup, ça a encouragé le LMS et donc le championnat Le Mans Endurance Series LMES à se lancer. Alors, c'est très bien. Effectivement, tu évoques cette épreuve. J'ai eu la chance, putain, ça me rajeunit pas, mais j'ai eu la chance d'y participer. Non, d'y être en spectateur. C'était pas mal. C'était une sorte de petit Le Mans, tu vois, parce que c'était sur le circuit Bugatti. C'était pas sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Il y avait il pleuvait. C'était vraiment un truc. On était peu nombreux, de mémoire, vraiment parmi les spectateurs. Tu pouvais accéder un peu partout. Moi, je me souviens avoir été à la sortie des stands à l'époque. Il n'y avait pas le welcome, mais il y avait une espèce de grosse tour, un gros bâtiment pas très beau, avec les logos France Télé dessus. Et je me souviens être monté là-dedans parce que en fait, c'était un peu plus open bar que d'habitude, on va dire. Génial. Donc vraiment, une super épreuve. Et je suis nostalgique. Là, pour le coup, je suis nostalgique de ça parce que je trouve que ça fait vraiment petit Le Mans sur un format de 1000 km sur le Bugatti, c'est top. Et je trouve que c'est le genre de choses qui devrait revenir avant. La CO organisait les coupes d'automne en septembre sur le Bugatti. C'était une sorte de grande fête de tout ce qui pouvait rouler. On avait du GT, du proto, puis on avait aussi le championnat de France Super Tourisme, on avait de la monoplace, de la midget, enfin un peu de tout, tu vois. Et c'est le genre d'épreuve qui, je pense, aurait toute sa place dans le calendrier ELMS, puisqu'on en parle aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'une manche au Bugatti serait vraiment top. Donc bref, parenthèse, voilà, j'envoie des messages à qui de droit. Non, mais en tout cas, voilà, super épreuve. Et la formule est testée, ça fonctionne. Il y a des invitations qui sont distribuées lors de cette épreuve en 2003 pour les 24 heures du Mans 2004. Et donc après, on lance le championnat effectivement en 2004. Et depuis, on le connaît, ça fait 20 ans maintenant que ça roule en ELMS. Est-ce que déjà, il y avait plusieurs catégories dans cette saison 2004 donc, qui se lançait, avec les LMP1, ou alors en tout cas LMP 900 à l'époque. Et puis on avait les LMP2, les GTS, les GT, il y a même eu des GT2. Enfin, c'était déjà cette envie-là, comme tu disais, d'avoir cette multi-catégorie. Et quelle pilote et équipe prestigieuse quand même on avait, parce que la première course, la saison globalement, elle est dominée par Audi sur la R8. Ouais. Mais ça, c'est comme d'habitude, j'allais dire, à cette époque-là. Mais on a quand même des pilotes comme Alan McNish, comme Johnny Herbert. C'est pas mal. Ah non, mais c'était top. Et les premières saisons ont vraiment tenu cette promesse d'offrir aux équipes qui voulaient faire les 24 heures du Mans un cadre pour s'exprimer. Et le projet qui était derrière de réattirer des constructeurs vers les 24 heures du Mans a parfaitement fonctionné aussi, puisque Peugeot est arrivé. Et dès 2007, a littéralement marché sur les Le Mans Series. Mais en tout cas, c'est aussi, je pense, parce que Peugeot avait un championnat avec de la visibilité qu'ils ont appuyé en 2005 sur le bouton pour lancer un programme en endurance. On le sait, les constructeurs, et notamment un constructeur européen comme Peugeot, constructeur français, a tout intérêt à avoir des courses en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, pour communiquer sur sa marque, pour montrer ce qu'il sait faire. Donc voilà, donc ça a fonctionné. Les premières années, si on veut résumer comme ça de manière un peu rapide, on a effectivement la domination d'Audi au départ, et puis ensuite c'est Pescarolo, qui est vraiment l'équipe emblématique des années 2005-2006 en Le Mans Series. Ensuite, Peugeot arrive, et l'équivalence diesel-essence n'est pas forcément favorable aux moteurs essence. Il y a des batailles, mais clairement les Peugeot sont largement devant. Et même le format de 1000 km, la distance de 1000 km est souvent parcourue en moins de 6 heures, puisque les Peugeot 908 sont vraiment des avions de chasse comparés à des LMP1 plus modestes. Et puis ensuite, le championnat, il évolue, 2008, 9, 10, on a de la mixité. On a même une victoire d'une LMP2, comme tu l'as dit, au général.
Enfin voilà, il y a eu après pas mal de vainqueurs différents. Je pense à Pescarolo toujours, je pense à Aston Bien Martin, sûr. je pense à l'équipe Oreca. Il y a Audi qui a gagné évidemment. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'évolutions de variétés en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt intelligent aussi de construire les choses petit à petit, parce que 2004, donc c'était Le Mans Endurance Series, donc LMES. Oui. Et puis après, donc on était avec 4 épreuves, puis 5 pendant Mhm, 2 ans. mhm. Et ensuite, on a construit des choses et on s'est arrêté à 6. On n'a pas voulu aller non plus trop haut parce que bah, il y avait des coûts aussi qui étaient générés. Et on a changé le nom parce que je sais pas ce qui a expliqué, si tu veux qu'on soit plus sur le LMES, on a fait le LMS. Donc c'est Le Mans Series, tout simplement. On a un petit peu, euh, comment dire, nettoyé Oui, tout ça. simplifié, ouais. Peut-être, peut-être parce qu'on voulait aussi se préparer pour un championnat du monde, je pense, parce qu'on allait au Brésil notamment en 2007. Donc si on était sur l'European Le Mans Series, on allait se dire, bah, attendez, l'European Le Mans Series, ils vont pas à l'autre bout du monde. Donc je pense qu'il y avait vraiment cette envie-là aussi, t'en as parlé, de poser les fondations déjà dans la tête de l'ACO et peut-être de Peter Otto avant d'être, comment dire, de pas s'être engagé plus loin. Parce que quand même, Peter Otto était aussi avec l'ACO au lancement en 2004. Donc ça, c'est intéressant à noter. Peter Otto qui maintenant s'occupe seulement des courses historiques, j'allais dire. Mhm. C'est vrai, qu'est-ce que tu en penses de cette transition finalement qui était un petit peu testée aussi envers les pilotes, les équipes, pour leur dire, bon, il y aura peut-être quand même quelque chose qui va se lancer à plus ou moins long terme, quoi. Alors, en fait, oui, t'as tout à fait raison. Les Le Mans Series étaient l'équivalent du WEC, on va dire, de 2007 à 2011. C'était clairement Oui, l'équivalent du WEC actuel. Parce on avait Peugeot. Alors, Audi s'y est pas engagé tout de suite, mais Audi est venu ensuite en 2008. La saison oui, 2008, c'est vraiment, pour moi, une des saisons les plus intenses en Le Mans Series. En tout cas, au-delà des Le Mans Series, c'est la saison pour moi avec la plus grande intensité de la lutte oui. entre Audi et Peugeot. Si vous avez l'occasion D'ailleurs, on le de... voyait. Ouais, c'était fou. Parce que sur la piste, ça se Non mais, mettait des coups de portière, j'allais dire. Il n'y a pas de portière, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment très, très disputé. Et il y avait de la baston à ouais, tous les niveaux, on quoi. a tout. On a Monza 2008, si vous avez l'occasion de regarder des Ouah. vidéos. Monza, oui, alors pas le crash de Stéphane Ortelli, Ah oui. mais Monza 2008, c'est vraiment d'une intensité folle. Le Mans 2008, donc il n'est pas dans les Le Mans Series bien sûr, mais c'est incroyable. Silverstone où Peugeot perd le titre aussi. Enfin voilà, bref, c'est une Ouais, époque. sur un crash. Ouais. Ouais, c'est une époque incroyable. Et donc progressivement, effectivement, il y a de l'intérêt. Il y a Peugeot, il y a Audi, il y a Aston Martin. Et clairement, l'idée, c'est que en 2011, il y a aussi l'Intercontinental Le Mans Cup qui est créé, Oui, sorte de l'ILMC. championnat au-dessus des Le Mans Series, qui a une vocation internationale et qui sert clairement de rampe de lancement avant le WEC. Et donc en 2012, le WEC apparaît et, comment dire, les Le Mans Series du coup perdent de leur attractivité puisque la plupart des équipes de pointe et notamment les LMP1 basculent dans ce championnat. Logique, bien sûr. Voilà, bien sûr, les Le Mans Series perdent de leur attractivité et on rentre dans une période plus compliquée. Je pense notamment à la Bah saison alors, 2012, qui est donc en parallèle peut-être, du WEC, qui est très compliquée avec mais seulement 3 courses organisées, quoi. oui, et puis en plus des courses qui sont pas que en Europe, alors que le nom Voilà. prend officiellement l'acronyme ELMS, donc l'European Le Mans Series. Par Mhm. contre, moi je trouve qu'il y a une vraie idée derrière, et je la trouve très intelligente, c'est de mettre les LMP2 justement comme voiture de la catégorie Rennes. On s'est pas entêté à se dire, on va quand même avoir encore des LMP1 et on aura les Rébellion et les Pescarolo qui vont tenir. Alors bon, Pescarolo à ce moment-là était en difficulté, mais Oui. ce que je veux dire, c'est qu'on s'est pas accroché à cette idée-là et on s'est dit non, on va prendre le contre-pied. Il y a le WEC et il y aura aussi le LMS, mais cette fois-ci pour préparer les pilotes donc à une autre façon de piloter avec des LMP2 qui sont donc les voitures finalement les plus rapides du plateau. Pardon. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'assez intelligent. Et puis, revenons à la durée des courses, peut-être, avant de basculer sur cette époque, donc 2012 jusqu'à 2024. Les courses, c'était 1000 km, tu l'as dit. Mhm. Mais on a quand même fait des tests avant de lancer l'ILMC et le WEC Bien sûr. en ELMS. On est d'accord que c'était plus 1000 km sur toutes les courses. Alors en fait, voilà, il y avait, ils ont fait renaître, comme je te disais, ce format de 1000 km plutôt que les courses de 2h30 qu'on avait avant.
1000 km, c'est Ouais. une distance, c'est symbolique. C'est un format qui renvoie voilà, aux grandes années de l'endurance, au groupe C, etc. Et puis après, on s'est dit quand même, bah, pourquoi pas faire des courses avec une durée, ça vous a pas échappé les 12 heures de Sebring, Ouais. les 24 heures du Mans, c'est pas les 5000 km du Mans, c'est les 24 heures du Mans. Donc, il y a eu un test en 2010, c'est marrant, là aussi j'y étais, tu vois, les 8 heures du Castellet. Ouais. Oui. Les 8 heures du Castellet, en 2010, Victor Peugeot, et Victor Audi, pardon, qu'est-ce que je raconte, Victor Audi. Et T'y étais. T'as pas le droit de te tromper. non, mais c'est parce qu'il y avait une Peugeot Oreca qui était grande favorite, mais qui a eu un problème. Il y D'accord. avait une Aston Martin, on dirait une blague, c'est une Audi, une Peugeot, une Aston Martin. Et c'était un peu long, 8 heures, je t'avoue, parce que le plateau était pas forcément fou. Mais en tout cas, voilà, j'y étais, et c'était un test. Et ensuite, on a eu, au Castellet, ils ont répété ce format, les 6 heures du Castellet notamment. Et puis après, c'est devenu ce format récurrent de 6 heures. Comme je disais tout à l'heure. Oui, déjà. Ouais, vas-y. Bah, pour préparer le WEC. Non, mais c'est Oui, vrai. bien sûr. C'était finalement en Le Mans Series, on avait des courses de 6 heures. Maintenant, ça te paraît complètement fou parce qu'on est habitué à avoir ce format de 4 heures. Mais il y avait vraiment des courses de 1000 km puis de 6 heures. Voilà, et puis comme on disait tout à l'heure, la saison 2012 qui a été compliquée pour plein de raisons, parce que le WEC a été créé, et donc du coup les Le Mans Series se sont un peu vidés, parce que aussi on continuait de payer un peu les conséquences de la crise économique, et que c'était compliqué Bien pour sûr. les équipes d'avoir des programmes. Saison 2012, vraiment, vraiment Bah, entamée, en fait, finale au Petit Le Mans, finale à Road Atlanta, oui. quand même. Hein. Alors ça, c'est quand même dingue pour un championnat européen, Voilà, Le Mans Series, j'en parlais tout à l'heure. Donc on est allé au Castellet, à Donington, puis on finit c'est à ça. Petit Le Mans. Mais en fait, il devait y avoir une épreuve sur le circuit de Brno, il devait y avoir Oui, une épreuve sur le circuit de Portimao, il devait y avoir une épreuve à Zolder. oui, Et en fait, tout ça a été annulé parce qu'il y avait peu de concurrents. Et donc, c'est pas idiot d'avoir terminé pour officiellement déclarer un vainqueur, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de champion. Avec seulement 2 courses, ça n'avait aucun sens. Et donc, on va sur une épreuve où on sait qu'il y aura des engagés. Et mhm. donc, on se greffe finalement, les concurrents de l'ELMS se greffent au Petit Le Mans. Une édition du Petit Le Mans d'ailleurs qui est restée dans les mémoires parce qu'elle a été remportée par Rébellion. Donc tu vois, c'était vraiment. Enfin voilà, ça nous replace à une autre époque. Et après, Attends, et je crois que c'est là où, je veux pas dire de bêtises, mais Nick Heidfeld gagne. Non, c'est 2013. Parce que Nick Heidfeld, je m'étais intéressé à lui, et je fais une petite parenthèse, il a pas gagné de course, à part oui. la saison 99 en F3000 et 2013. Je veux dire, pour des pilotes, Ouais. c'est chaud quand même. Hein. Non, Dans ouais, sa non, non. carrière depuis la F3000, il avait rien gagné sauf Petit Le Mans Ah là en là. 2013 avec Non, le Rebellion. Petit Le Mans 2012, c'est Neil Jani, Prost et Bellicki. Mais tu vois, et donc après 2013, et ben, face aux difficultés, et c'est là où tu m'as pas fait de transition, mais je l'ai fait tout seul, et ben, les organisateurs reviennent à un format différent. On repart sur des courses de 3 heures, qui va ensuite évoluer sur un format de 4 heures que l'on connaît toujours aujourd'hui. Oui. Et puis on. C'est vrai que c'est fou. Tu sais que je l'avais oublié cette saison, pourtant j'en ai Ah ouais. commenté déjà. C'est pour ça que j'ai aussi une histoire d'amour avec le LMS, parce que sur Motors TV, j'ai déjà commenté des courses depuis 2013. Donc voilà, les gens le savent pas trop. Mais j'étais là déjà. Et c'est vrai que j'avais oublié que ça durait 3 heures. C'est Ouais. dingue. 3 heures, et par contre, eh ben, le championnat, donc voilà, on reprend, c'est compliqué. Le plateau est parfois peu garni, on a d'une vingtaine de voitures parfois. Enfin voilà, on repart de manière modeste, mais le LMS tient sa promesse et surtout joue très bien son rôle de vivier de jeunes pilotes. Pourquoi je dis ça? Parce que dès Ouais. 2013, on a par exemple parmi les vainqueurs à l'époque du Nelson Pontiatici, du Pierre Rag, Pierre Thiriet, Mathias Bech, Brandon Hartley. Enfin, tu vois, Paul Louchatin. bien sûr, ouais, voilà. Non, mais c'est incroyable. Et donc, voilà, ça y est, la formule refonctionne, ça redevient une vraie accession vers le rang supérieur qui est le WEC, qui lui se porte bien. Même si au début, le WEC, c'est pareil. Aujourd'hui, tout fonctionne et en plus, cette année 2024 va être dingue. Je vous rappelle qu'en 2012, on avait la promesse d'avoir Audi, Toyota, Peugeot. Oui. Il y a eu que 2 constructeurs finalement. Donc, même le WEC était un petit peu fragilisé. Enfin, c'était vraiment une période complexe. Hein. 2012-13, avec le départ de Peugeot, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, les plus C'était jeunes, la les plus jeunes, transition. c'était vraiment compliqué. Ouais. Et après, je pense que 2014, ça a vraiment été une année charnière. Ouais. Et tu vois, c'est pas étonnant, ça fait une dizaine d'années, quoi. Avec ce nouveau règlement qui a attiré 3 constructeurs, c'était le renouveau. Je parle du WEC et des 24 heures du Mans. Ça Mhm. a été génial comme idée de la CO avec Vincent Boménil qui a travaillé sur tous ces règlements, justement. Pas tout seul, hein, en effet. Mais ça a redonné un coup de boost. Et donc, tu disais, 2014, c'est en European Le Mans Series le début de ces fameuses durées de 4 heures qui maintenant sont encore là. Et là, vraiment,
2012, 13 et encore plus 2014 et ensuite, le LMS est devenu ce championnat dans lequel les pilotes ont envie de se montrer pour attirer le regard des constructeurs et pour devenir pilote officiel. Je citais à l'instant Brandon Hartley. Brandon Hartley, pour la petite histoire, il se baladait dans le paddock à l'époque pour avoir un volant. C'est-à-dire qu'au Castellet, ben voilà, il s'est pointé, il a gagné avec Murphy Prototypes. C'était pas l'équipe avec les plus gros moyens. Si vous avez côtoyé, franchement, c'était assez modeste. Mais Brandon Hartley, le mec, il avait envie de piloter, plutôt un bon coup de volant, et il a arpenté le paddock. Il allait sur les meetings à l'époque, Le Mans Series, alors qu'il n'avait pas de volant. Hein. Il y allait pour proposer ses services. Enfin, voilà, il était... Tu sais, c'est déjà aussi le rappel finalement un petit peu de ces pilotes qui roulent en sprint et qui pensent à l'endurance de plus en plus. Et Hartley en faisait partie. Je veux dire, il était dans le giron Red Bull, puis Mercedes. Il a même fait des essais au volant de Formule 1, l'année où tu avais Rosberg, Schumacher dans l'équipe. Mm-hmm. Et puis, bah, voilà, comme tu le dis, il était quand même en endurance et il n'oubliait pas voilà, de faire un petit tour dans le paddock pour se dire bon, bah, je suis quand même là, elles sont bien ces LMP2 en fait. C'est ça. Non, mais donc voilà, ça a fonctionné. Et puis, bah, voilà, parmi les équipes qui gagnent, quand tu regardes la liste des vainqueurs de ces années, on va dire, allez, 12, 13, 14, 15, c'est marrant, ça rouvre des pages j'ai l'impression d'ouvrir un livre d'histoire, mais Signatec Alpine, évidemment, mais je vois aussi le Moran Racing, je vois Sébastien Loeb Racing, le Greaves Motorsport, Jota, Thierry by TDS, G-Drive, enfin, Dragon Speed, tu vois, on est vraiment sur des années... Enfin, j'ai adoré cette époque, je t'avoue que c'était... Il y avait vraiment il y a toujours cette complémentarité entre le LMS et le WEC, avec des courses intéressantes et des équipes qui démontrent des choses en piste et qu'ensuite tu retrouves aux 24 heures du Mans. Enfin voilà, les bases étaient clairement posées là. C'est vraiment depuis cette transition, on va dire, 2012, 13, 14, que cette complémentarité des championnats existe et qu'on connaît encore aujourd'hui. Ouais, et sur ce format de 4 heures, finalement aussi, ça a été une bonne chose de prendre ce parti-là, parce que ça fait des courses vraiment animées, ça fait des courses vraiment qui préparent les pilotes aussi à ce nouveau format maintenant qui va de plus en plus arriver à partir de 2014-15. C'est-à-dire que les 24 heures du Mans, ce sont des sprints à chaque fois de 1 heure, 1 heure et demie, voilà, pour les pilotes, selon si on fait un seul relais ou 2 relais, ou même 3. C'est vrai qu'en ELMS, c'est ça en fait. Il y a de la stratégie, évidemment, mais faut quand même se donner vraiment, vraiment à fond à chaque fois, à chaque tour de roue. Et je trouve que ce format est assez intéressant et se complète bien avec les 6 heures en WEC et donc sur les épreuves plus longues aussi. Bon, alors j'ai un petit quiz pour toi. Je vais te faire jouer. Ah. Parce que tu es quand même. Je suis très joueur. Ouais, tu es quand même un connaisseur de l'European Le Mans Series. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des circuits ? On coupera si je sais pas. Oui, on fera un montage. Est-ce que tu peux me citer des circuits, ou en tout cas, à ton avis, quel est le circuit qui a été le plus utilisé dans le cadre des Le Mans Series, ELMS, LMS, enfin bref, voilà, le sujet dont on parle depuis 20 ans. À ton avis, quel est le circuit qui a été le plus visité, ou les circuits qui ont été les plus visités ? Ah, alors bon, déjà je pense que le Castellet, il est quand même dedans, même si il a rouvert que tard. Ouais. Il doit y avoir du Silverstone, j'imagine. Ouais, ok. Alors, le Paul Ricard a été visité à 15 reprises, selon mes stats. Ouais. Le Paul Ricard 15, Silverstone 14. Ouais. Ah, pas mal. Pas mal. Ah, je suis bien. Pas mal sur 20 saisons, c'est pas mal, ouais. Barcelone, non qui est pas mal utilisé aussi. Barcelone 6 fois. Ah non, d'accord, tu vois, c'est plus récent. Et puis, il y avait beaucoup aussi, je pense, Imola, non Imola 6 fois. Ouais, tu vois. Alors, bon. t'as pas trouvé le circuit le plus utilisé. Ah, c'est pas celui qui a été le plus utilisé. Bah, c'est pas Francorchamps. Ah, bah, c'est pas Francorchamps, 16 fois, bien sûr. Waouh. C'est vraiment le circuit, pour moi, en tout cas, emblématique des Le Mans Series, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il était là dès la première saison, en 2004. Oui. Et donc, il y a été à 16 reprises en tout. Donc, voilà, il a la répétition. Parce que c'est aussi un circuit où il y avait déjà une épreuve de 1000 km auparavant. En FIA Sports Car Championship, il y avait déjà cette longueur de 1000 km, et le format de 1000 km est quelque chose qui tient vraiment à cœur aux organisateurs en Belgique. Alors c'était comment avant ? C'était le RACB, non ? Je sais plus, les officiels là-bas, mais bref... Ouais, bah RACB c'est toujours le voilà. cas, Royal Automobile Club de Belgique. Voilà, c'est ça. Le format de 1000 km est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup et donc qui a été préservé. Donc ça, voilà. Et puis c'est aussi une épreuve qui, traditionnellement, avait sa place avant les 24 heures du Mans et donc permettait
une répétition générale avant la grande épreuve. Je veux dire par là que à Spa, t'as pas les mêmes contraintes qu'au 24 heures du Mans, bien sûr, mais les constructeurs, et je pense à Audi en particulier, avaient une tradition, c'était de ramener à Spa-Francorchamps des voitures en configuration Le Mans. Donc par exemple avec une queue un peu plus longue, avec un pack aérodynamique différent, ce que tu peux plus aujourd'hui faire puisque c'est figé et t'as pas cette liberté aérodynamique avec un kit faible appui et un kit fort appui. Mais en tout cas à l'époque c'était possible. Donc il y a des éditions des 1000 km de Spa, 2011, 12, j'imagine 13 de mémoire, où tu avais une des 3 Audi par exemple, qui avait un kit aéro différent. Et ça, moi, j'adorais. Ça faisait vraiment, tu vois, années 70, 80, on teste des trucs. Non, mais c'est beau. J'adore, quoi. Et donc ça, c'est plus possible aujourd'hui. Ah, voilà, c'est pareil. Ça, j'aimerais bien que ça revienne, tu vois, qu'on ait un kit Le Mans. Moi, je trouve ça... Après, ça foutrait un bazar pas possible dans la BOP et tout ça. Mais bon, voilà. Bah, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui serait difficile aussi. Je crois qu'on n'est plus dans cette philosophie-là. Non, c'est très bien. C'était assez intéressant. Oui, non, mais c'est vrai que c'était assez intéressant de se dire qu'il y avait une petite nouveauté, et puis tu avais la 3e voiture, tu disais, bon allez, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces petits jeunes là justement qui sont en train de se préparer pour Le Mans, et qui généralement faisaient bien aux 24 heures du Mans d'ailleurs, cette voiture que personne n'attendait, entre parenthèses. Donc ouais, voilà, ça nous rappelle des souvenirs. C'est un épisode qui me plaît, tu sais, comme quand on avait fait l'épisode historique sur Sebring, voilà, moi j'aime bien, j'espère que vous aussi. Dites-le hein, d'ailleurs dans les commentaires, et que ça soit sur les notes, j'espère qu'elles vont pouvoir être retranscrites avec 5 étoiles, hein, pas moins. Hein. Non, si vous voulez pas mettre 5 étoiles, ne mettez pas de notes. Alors, si tu veux finir abstenez-vous. Si vous ne mettez pas 5 étoiles. Si tu veux finir sur les circuits, j'ai une autre stat intéressante. Je vais pas te demander, parce que là, c'est un peu un piège, mais au total, donc il y a eu 105 courses organisées à date, hein, donc avant le début de la saison 2024, et il y a 5 circuits qui n'ont été visités qu'à une seule reprise. Alors, sauf si tu le sais et tu me l'as dit, sinon je les donne parce que c'est un peu dur. 5 circuits à une seule reprise. Ouais. On en a cité un tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure avec la victoire de Rébellion aux États-Unis. Oui, bon, ça d'accord. Au Road Atlanta. Ouais. Il y en a un autre. Mais après, non, tu vois. Il y en a un autre que tu as évoqué tout à l'heure aussi. Il y en a un autre que tu as évoqué fin de saison 2007. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Mais ça, c'est tous des circuits un peu atypiques, donc Interlagos. Interlagos, voilà. Et donc les 3 autres, je te les donne, c'est Aragon. Ah oui, c'est vrai, c'était l'année dernière. Voilà, ça. Jarama, ouais, ça c'était dans la première saison. Et Valence, que j'ai eu aussi la chance de vivre. J'étais aux 1000 km de Valence en 2007. Donc épreuve qui est restée... Ah bah j'avais oublié. Ouais, c'est une épreuve qui est restée unique et qui était top parce que Valence, circuit plutôt moto, n'est-ce pas? Avec une espèce d'arène, enfin voilà, qui était vide. Mais c'était vraiment... et en victoire Peugeot, il y avait une ambiance de dingue. C'était... en fait, les circuits espagnols, ils font qu'une seule saison, à part Barcelone évidemment, mais t'as vu, t'as Jarama, Valence. C'est vrai. Et Aragon. Bon, mais moi j'ai un autre quiz pour toi, alors c'est pareil, je vais pas faire trop difficile. Est-ce que tu sais quel est le pilote? Attends, je fais une note de montage pour couper. Attends, voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, donc là on est à 32 minutes 12. Qui est le pilote qui a gagné le plus de titres en ELMS? Ah, le plus de titres. Quoi, au général ou dans tout cumulé catégorie Le plus de titres, ouais. Il est allemand. Il est allemand. Et il est ingénieur. Et il est ingénieur. Ah, ok. Parce que alors, ma première réponse, je pensais à du français. Je pense il y a un pilote qui a beaucoup gagné, c'est Emmanuel Collard, par exemple, tu vois. Ah oui. Je pensais à Jean-Christophe Bouillon, Emmanuel Collard. Non, et ben alors c'est vrai que les Français, tu vois, je te fais la transition. Alors la réponse c'est Marc Lieb, qui a 4 titres en GT. L'équipe la plus victorieuse en ELMS en termes de titres, c'est Proton Compétition. Ah oui. Donc ça aussi c'est assez intéressant, et pour l'instant que des titres en GT, mais ils peuvent gagner en LMP2 évidemment. Et en termes de palmarès, on va dire, de champion, donc oui, Manu Collard 3 titres en proto. Patrice Gouelard, 3 titres en GT. Ah oui. On a Paul Louchatin, 3 titres, 1 en LMPC, Le Mans Prototype Challenge. Donc ça nous rajeunit pas. Et 2 autres en LMP2, donc avec Alpine et avec IDEC. Et puis Pedro Lamy. Alors lui, il a été complet. Hein. Lui, c'est 3 titres. Alors une fois en P1 avec Peugeot, une fois en GTS et une fois en GT1. Comme ça, au moins, c'est complet. En tout, il y a 83 pilotes et 33 équipes qui ont gagné un titre en prototype.
Et en GT, 53 pilotes et 19 équipes qui ont gagné donc un titre. Voilà un petit peu pour les statistiques. Et les pilotes qui ont été les plus victorieux, alors je ne sais pas exactement le nombre de victoires au général, mais c'est assez surprenant finalement. On retrouve un Pierre Thiriet, Philippe Albuquerque, qui à l'époque dominait, que ce soit avec United Autosport ou avec Thiriet by TDS. Mais ça, c'est assez intéressant. Emmanuel Collard a quand même une dizaine de victoires, 9 je crois, sur le LMS. Et il y en a certains qui arrivent, qui se rapprochent, avec James Allen 6 victoires, Louis Delettra 8 victoires, pareil que Jean-Christophe Bouillon. Donc tu vois, finalement, on a peu d'épreuves par an. Donc on en a 5 ou 6. Là, cette année, on en a 6. Mais on a des pilotes qui finalement ne dominent pas les saisons, hormis peut-être quand même si quand il y avait la domination WRT puis Prema il y a quelques années, 2021-2022. Mais voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de voir un petit peu les pilotes qui sortent du lot avec voilà, Albuquerque, Collard, Bouillon, Delettra, Mathias Bech aussi, tiens, qui sera de retour cette année. Marc Géné aussi qui a beaucoup gagné avec Peugeot, Stéphane Sarrazin. Voilà, c'était un petit peu le clin d'œil que je voulais faire. Alors écoute, moi je vais faire à l'inverse. Je vais te donner un pilote. Je vais te le faire deviner, on est très joueurs aujourd'hui. Un pilote qui ne compte qu'une seule victoire en Le Mans Series. Ouais. Qui a remporté une course à Spa-Francorchamps avec Peugeot. Une seule. Ah si, ça y est, je crois que je l'ai. C'est un champion du monde de Formule 1. Tout à fait. Jacques Villeneuve. C'est beau, hein. C'est dingue. Non mais tu vois, non, je savais pas comme quoi au palmarès des Le Mans Series, on a des noms vraiment, très très divers. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tu l'as rappelé, première saison, les premières victoires, donc c'est Johnny Herbert et Jamie Davis pour le nommer aussi quand même. Alan McNish qui s'impose dès la deuxième course avec Pierre Caffer. Donc voilà, là on est vraiment au début. Et puis... je me souviens, tu sais quoi, cet équipage m'a plus marqué parce que Herbert Davis, oui. Mais alors Caffer McNish, ça a été juste incroyable. Et à l'époque, ça se faisait pas de cadeau. Je me souviens notamment le départ du Mans 2004, les mecs ils sont côte à côte. Et même la toute première, la course à Monza, il y a un dépassement, il faudrait que je vous le mette quelque part sur Twitter. Il y a un dépassement entre Herbert et McNish, je crois. Il y a un pass on the grass, clairement. Enfin, c'est assez tendu, quoi. Donc, j'allais dire, McNish est un habitué de ces départs de fou, mais je pense qu'avec Herbert, il avait trouvé un client. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, pour revenir à Jacques Villeneuve, c'est marrant puisqu'on a des pilotes comme ça qui étaient pigistes. On peut appeler ça. C'est pas à leur porter atteinte, hein, c'est juste leur rôle. On avait des pigistes avant les 24 heures du Mans, à cette fameuse épreuve de Spa-Francorchamps, qui du coup ajoutaient leur nom au palmarès. Je pense aussi à Simon Pagenaud, qui a gagné en Le Mans Series. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Sébastien Bourdet a été dans le programme Peugeot, lui, de manière permanente. Mais en tout cas, voilà, je pense à Simon Pagenaud qui avait fait ça. Mais je suis en train de me dire, mais Sébastien Bourdet, il a même pas trop gagné finalement en ELMS. Je crois qu'il a 3 victoires seulement. Ouais, faut que je regarde les stats, mais ouais, je pense que c'est pas le pilote le plus vainqueur, effectivement. Alors qu'il a quand même un petit peu participé, alors pas énormément, mais un petit peu. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'il faisait partie de ces pilotes qui en fait étaient là même avant, parce que on parlait de 2001-2002, avant le LMS, il roulait déjà avec Pescarolo Sport. 2003, ces fameux 1000 km sur le circuit Bugatti. Donc tu vois, voilà, c'est un peu l'histoire qui après, c'est parce qu'il est là, pas, sous nos yeux. Après, je pense que c'est parce qu'il a pas gagné à l'époque Pescarolo. Sauf si je dis une bêtise, mais en tout cas il a gagné avec à l'époque Peugeot 908, mais en tout cas pas avec Pescarolo. Et alors, puis quand je vois, tiens, tu vois, je continue avec les pilotes de Formule 1, mais Olivier Panis, il a gagné à la fois en tant que pilote et il a gagné en tant que propriétaire d'écurie. Exactement. Ouais, Olivier Panis aussi, effectivement, vainqueur. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est pour ça, quand tu as un championnat qui a une histoire de 20 ans, tu peux trouver à l'intérieur des choses vraiment incroyables. Et surtout, on peut conclure là-dessus, c'est que quand tu te plonges dans cette histoire, tu vois aussi les marqueurs d'une époque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était en introduction, mais voir les Audi R8 dominer les premières saisons. Après, tu as l'émergence de Pescarolo et la montée en puissance de Pescarolo, où à l'époque, encore une fois, je fais mon ancien, mais pour les plus jeunes, on y croyait à Pescarolo 24 heures du Mans face à Audi. C'était possible. Et en Le Mans Series, ça fonctionnait. Après, t'as Peugeot qui a, comme je l'ai dit déjà, absolument tout écrasé avec le duo Sarrazin-Lamy ou Minassian-Géné. Ils gagnaient tout, sauf Le Mans. Ils l'ont gagné une seule fois, mais en tout cas, ils gagnaient tout en Le Mans Series. C'était la série réservée vraiment à Peugeot. Hein.
Voilà, et puis après, t'as... Et c'était des duos. Alors qu'en WEC, grâce à Benoît Tréluyer, ce qu'il m'a dit dans le podcast Trajectoire, justement, bah en fait, ils ont tous les trois, là, avec Fessler et Lauterer, instauré le fait d'avoir 3 pilotes. Mais c'est vrai que sinon, même pour les 1000 km qui duraient quasiment 6 heures, on avait 2 pilotes en fait. En fait, ouais, c'est ça, ils ont instauré ça à Sebring, non, de mémoire? Oui, C'est ça, hein. en 2012. Ouais, parce qu'ils voulaient pas être séparés. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu vois, ça m'a fait repenser parce que tu me dis qu'ils étaient des duos iconiques. C'est vrai qu'ils étaient à deux finalement en ELMS. Et puis, Raconte un petit peu l'histoire, je voulais peut-être, pas non? te... Raconte un petit peu l'histoire du fameux pass de Marcel Fassler, tout ça. Enfin, je sais pas, Ah ou oui. sinon, on invite clairement directement les Ah bah, gens. on invite les gens à écouter les 2 épisodes évidemment avec Benoît Tréluyer hein, sur le podcast Trajectoire. Mais bah ouais, c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, les pilotes vont chercher leur accrète, bah, comme les journalistes, voilà, comme tout le monde, quoi, pour avoir le droit de rentrer sur le circuit. C'est le fameux sésame, quoi. Et en fait, cette année-là, en 2012, donc, on lançait le WEC et Benoît Tréluyer, André Lauterer et Marcel Fessler étaient un petit peu joueurs et blagueurs, hein, comme souvent. Et en fait, bah, ils rigolaient entre eux parce qu'il n'y avait pas une certitude du programme, je crois, à cette époque-là. Mhm. Et ils disaient, bah voilà, si t'as le pass course, une seule course, bon, c'est que t'es pas sûr de faire la saison avec nous, quoi. Et ils se charriaient un peu, machin, etc. Et donc le premier à ouvrir le pass, je crois que c'est Mhm. l'auteur, bam, pass saison. Mais ils sont confiants, en fait, ils savent que tous les trois, ils vont avoir le pass saison, quoi. Ensuite, je crois que c'est Tréluyer qui ouvre son badge, enfin son enveloppe, bam, passe saison. Ah là là, machin. Ah, Marcel, si tu l'as pas, tu vas voir, tu vas pas rigoler. Et Marcel, Putain, Marcel Fessler il ouvre l'a pas. et là, il a le passe une seule Ouais. course. Ouah. Alors là, du coup, c'était plus du tout rigolo. Et en fait, ils ont milité auprès de Audi et auprès bah, quasiment du championnat aussi, même si c'était vraiment dans l'équipe Audi, pour dire, mais non, non, mais nous, on est tous les trois où on fait pas. Et en fait, bon, sur Sebring, il n'y avait pas de débat, mais sur la suite de la saison, ils ont instauré le fait d'être à 3 et en fait, comme ils ont gagné, bah, toutes les autres équipes se sont alignées là-dessus. J'ai une très belle archive vidéo, c'est pareil, je trouverai l'endroit pour vous la partager. D'André Lauterer et de Benoît Trélier en train de se bouffer une barquette de frites dans une golf cart à Sebring, alors que Marcel Fassler est en train de rouler, justement. En fait, vraiment, eux, c'était à l'époque, ils commençaient vraiment à être les rois chez Audi, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà prouvé Ouais, leur solidité en 2010, ils ont gagné en 2011, et 2012, c'était clairement la saison où ils étaient, entre guillemets, sur le trône. Alors, je sais que Benoît Tréluyer aimerait pas du tout cette expression, hein, parce qu'il est, pas, il est plutôt humble et pas du tout dans cette logique, mais je voilà, confirme, il est non, adorable. mais je veux dire, je la garde pour moi, cette expression, mais ils étaient un peu, voilà, ils avaient fait leurs preuves, ils avaient tout fait, et ils profitaient un peu de leur stature de pilote numéro 1, on va dire. Donc je comprends qu'ils aient fait ça, et puis ça leur a plutôt bien souri, donc voilà, c'est marrant. Ouais, complètement. Je vais quand même conclure avant de passer à une autre toute petite rubrique pour finir cet épisode. Donc 12 Français, champions au général, j'entends en ELMS. Donc Emmanuel Collard, on en a parlé. 3 titres, avec Pescarolo Sport notamment. Jean-Christophe Bouillon, 2 titres, tout comme Stéphane Sarrazin. Alex Préma, qui a été Oui, attitré Alex aussi. Premat. Julien Jousse, Pierre Thiriet, on l'a dit, à une reprise. Nelson Pansetici, Pierre Rague, Paul Louchatin à 2 reprises. Léo Roussel et Andrea Pizzitola, ainsi que Paul Lafargue. Donc ça, je parle au général, donc c'est pas mal. 12 Français sur l'histoire donc de cette ELMS qui date de 2004. Voilà. Eh ben, très bien. Je pense qu'on a été assez complet. Enfin, à mon avis, là, on a On fait aurait pu parler encore plus longtemps. Ouais, ben, en tout cas, c'est bien parce qu'on a vraiment évoqué à la fois l'aspect sportif avec les engagés, les engagements, les équipes, les pilotes, l'aspect plutôt logistique, on va dire, avec les circuits, et puis bah, l'évolution, clairement, le côté politique aussi, même si c'est pas de la politique au sens... mais voilà, dans les coulisses, comment ça s'est organisé, la volonté de créer le championnat. Enfin, je pense que vous avez, encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément connu cette époque, et pas forcément ses débuts non plus, je pense que là, vous avez une vision un peu plus globale de ce que sont l'European Le Mans Series aujourd'hui, quoi. Ouais, complètement. Ça sera la 106e course de Eh oui. l'histoire à Barcelone, voilà, dans quelques jours seulement, le 13 avril. Voilà, ça y est, c'est bon, parce que tout à l'heure tu me l'as dit, mais j'avais oublié la date. J'y serai, donc j'ai intérêt à m'en souvenir. Mais voilà un petit peu l'histoire de l'ELMS retracée rapidement. Et puis je disais qu'il y avait une actu, non, enfin pas une actu, une rubrique. Bah ça y est, voilà, j'ai complètement foiré mon lancement. C'est quoi ton actu? Voilà, ça c'est la nouvelle rubrique un petit Ouais, on va peu finir. qu'on voulait mettre Là, en place. voilà, je me Voilà. suis dit, ça peut être sympa de finir le podcast comme ça sur c'est quoi ton actu, parce que toi, t'es quand même toujours à droite à gauche à faire beaucoup de projets.
pas forcément Oui. des choses sur lesquelles tu peux communiquer tout de suite, mais bon, bref, voilà. Moi, j'ai une actualité plus calme, mais bon, je me dis que ça peut être sympa de mettre en avant ce qu'on fait. Alors, c'est Voilà. quoi mon actu? Bah écoute, dans le numéro de cette semaine d'Auto Hebdo, vous pouvez retrouver une petite présentation en une page du programme de l'équipe Schumacher CLRT. C'est une équipe qui est gérée notamment par Comme le Dogar, que tu connais un petit peu. Bien sûr. Et c'est un programme assez ambitieux puisque ils sont engagés. Alors, j'ai pas mes notes sous mes yeux, mais j'y étais, donc j'ai eu les infos et dans l'article, c'est précis. Ils sont engagés dans. Vous lirez l'article. Ouais, voilà, vous lirez l'article. Non, c'est tout. Non, mais non, mais ils sont engagés. Et en tout cas, ils engagent à la fois des Alpines, des Lamborghini et des Porsche. Donc, ils sont présents en Super Trofeo, en Porsche Cup, en GT World Challenge. Il y a plus de 25 pilotes au total. Donc, c'est quand même un programme assez lourd pour une structure. Avoir 25 pilotes, une variété de niveaux aussi, puisqu'on a à la fois du programme pro avec Lorena Heinrich en pilote officiel Porsche, avec Ayakan Guven et puis Dorian Boccolacci en GT World. Donc, équipage top 1, on va dire. Ça peut viser clairement la victoire. Et puis, des engagements un peu plus modestes, notamment en Super Trofeo ou en Alpine Cup. Enfin, voilà. Il y a un peu de tout. Et donc, je vous raconte ça en détail dans Auto Hebdo cette semaine. Voilà. Génial. Et toi, génial. quoi de neuf? Qu'est-ce que tu Alors, qu'est-ce que moi, tu prévois? alors qu'est-ce que je fais? Je pars aux Coupes de Pâques pour la première fois de mon histoire, mesdames et messieurs, à Nogaro. Donc ça va être trop cool à découvrir pour l'ambiance, etc. Et puis sur le podcast Trajectoire, évidemment, qui m'occupe bien aussi. Cette semaine, c'est un pilote moto. Voilà, donc comme ça au moins, je fais un petit peu la promotion de tous les sports et je fais du lien entre les sports méca, auto, moto et sports d'hiver. Et là, c'est Fabien Forêt, champion du monde quand même, en 2002 en Super Sport, qui me raconte un peu son parcours et son histoire. Voilà un peu le programme de cette semaine, donc en termes de podcast. Et puis en termes de commentaires, bah, ça sera oui, le prochain, le LMS de toute Le façon. LMS, Voilà, où 13 je avril. serai Ok. sur place. Exactement. Bon, eh ben, je pense qu'il est temps de baisser le rideau pour cette semaine et Ah de là se là. donner rendez-vous la semaine prochaine. Me parle pas de baisser le rideau, ça me rappelle des souvenirs aux 24 heures du Mans, tu vois, où il y a des abandons. C'est pas un abandon là, c'est une fin de journée, mesdames et messieurs. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas encore quel est le sujet qu'on va choisir. Ce que je sais, c'est que dans 2 semaines, on fera une preview de l'European Le Mans Series pour tout savoir de cette première manche de la saison 2024 qui promet. Franchement, je rappelle, 43 voitures engagées. Ça va être fou, fou, fou. Eh ben, carrément, je suis à fond aussi, on va préparer ça, et puis d'ici là, eh ben, écoutez, portez-vous bien, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Endurance Club. Et ben voilà, exactement. Si vous voulez faire partie du club, évidemment, ben, n'hésitez pas. Chaque semaine, c'est sur Endurance Mag et sur toutes les plateformes, évidemment, audio. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, pour nous encourager, de mettre un petit commentaire sur Apple Podcast ou de noter, ou les deux d'ailleurs, sur les différentes plateformes pour nous encourager et aider ce podcast à grandir tout simplement et à faire partager cette passion qu'on a tous, tous ensemble dans l'Endurance Club. Salut à tous!